Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric, et cette semaine je t'emmène au soleil. Oh mais non. Eh oui, je t'emmène au soleil et je vais me hâter de rentrer dans le popcorn avec toi. Entrant, oui déjà, je mets du sucre. Est-ce que voilà, tu peux mettre du sucre? Je mets un peu de sucre. Quant à moi, je rentre le visa d'exploitation. Et oui, fais donc. Voilà, t'as ton maillot de bain, t'as ta chemise hawaïenne. J'ai tout, je suis prêt. Cédric, c'est parti. Oh. Bah il est où le soleil, il fait nuit. On va s'entendre. Bonjour monsieur. C'est du sucre dans le sachet là, non? Ah oui, monsieur, est-ce que vous aurez du sucre pour nous? On va commencer à être en rade là. On a Méta, Ice, Cristal, Exta, Keta. Acide, Spécial K, Super C, Colombienne. Spécial K, c'est des cornflakes, non? Vous avez l'oseille? On a ce qu'il faut en rayon. Cool. Bah vous prenez la carte à partir de combien? Larry vous contacte demain pour fixer quoi, combien, où et comment. C'est qui Larry? Le mec s'en va. Bah au revoir du coup, bon je commence à parler du film. Bah oui, vas-y, on est là pour ça. Mon frère! Ah, c'est à nous qu'il parle? J'ai l'impression. Quoi? Ça fait longtemps que tu roules pour le FBI? Quoi? Comment... Attends! Le popcorn! Il vole le popcorn! On peut pas le laisser là! Le popcorn! Cédric! Nous sommes des Spartiates! Un iceberg droit devant! Alors, ça s'est passé comment? Houston, on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. Oh, bon, on l'a échappé belle encore une fois. Oh, tu nous amènes de plus en plus dans des films dangereux. Ouais, tout ça pour du sucre. Oui, le sucre a l'air assez rare dans le coin pour en faire du trafic, non? C'est bizarre. Bon, on est où là? À Miami, pardi! Ah, donc ce port, c'est le beau port de Miami. Eh oui, bah tiens, regarde quelle belle voiture là qui se gare. Pop, 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 ah oui, là c'est de la... Oh là, ça rigole pas, c'est de la belle ouais. voiture. Hein. Ça c'est Miami. Ah, mais ils viennent vers nous là, non? Ah, j'ai l'impression. On peut savoir ce qui se passe. C'est quoi ce blanc? De quoi vous parlez? C'est qui lui? C'est Cédric de Popcorn Impact. Quoi, vous expédiez des bleus sur le terrain pour vos missions? Putain de Eh, merde! calmez-vous, et je suis pas un bleu, d'accord? Du calme! On a vu les sachets de poudre, là, on a cru que c'était du sucre, et puis on nous a tiré dessus, et puis on a fui, et puis c'est parti en couille. Vous êtes dedans jusqu'au cou et vous vous enlisez. Et puis faut dire, ça tient pas la haute. Bah c'est la stricte vérité, hein, Et ce qu'il a d'ailleurs, dit. pourquoi on est là à en parler? Bah on se demandait si vous ne pouvez pas partir à la recherche de notre popcorn. Donc vous voulez nous recruter? Et c'est ça. Alors est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Cool. Bon bah très bien. Thibaut, bah, parle-nous du film le temps qu'il retrouve le popcorn. Eh bah bien sûr, Miami Vice, 2 flics à Miami en français. Alors bah c'est un film de Michael Mann avec Colin Farrell et Jamie Foxx. De quoi ça parle? Miami, 2 agents fédéraux essayent de retrouver un popcorn volé. Waouh, c'est fou. Ben ouais. Alors, il faut savoir que au départ, il y a un homme, Michael Mann, un réalisateur que j'admire tout particulièrement. C'est vrai. Aux côtés d'un autre Michael, mais qui vit dans une autre baie. Voilà, il y a le man et la baie. Voilà. Mann, lui, il est né à Chicago en 1943 et a fait des études de lettres avant de partir à l'âge de 22 ans vivre 7 ans à Londres. Oui, monsieur. Ouais. Là, il étudiera à la London Film School avec comme collègues de classe, camarades de promo, Alan Parker, Ridley Scott ou encore Adrian Lyne. Ah oui. Rien que ça. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est avec eux qu'il fera ses premières armes et ses premières publicités, puisqu'il commence par travailler dans la publicité. Savais-tu qu'en mai 68, en France, il y avait eu des grèves et des manifestations? Non, de quoi? Mais Et pourquoi? c'était un peu les gilets jaunes, mais de l'époque. Et Michael Mann vient à Paris pour réaliser un court documentaire sur les événements baptisé Insurrection. Oh. Parce que ça fait peur. Au cours duquel il va interviewer des acteurs de l'époque, notamment Daniel Cohn-Bendit, ou aussi. Alan Guesmar, ou Alain Kivrin. Quand il rentre aux USA, il reprend, ou du moins il apprend, on va dire, puisque finalement il est à peine sorti de sa promo, l'écriture de scénarios pour la télévision. Et il va commencer sa carrière en écrivant certains épisodes de la série Vegas ou encore de Starsky et Hutch. Dis donc. Il enchaîne en 1979 avec son premier téléfilm comme un homme libre. Ce téléfilm, diffusé sur ABC, lui ouvre les portes du 7e art. Et en 1981, tiens-toi bien, il réalise Le Solitaire avec Jean-Paul Belmondo. C'est de Michael Mann. Ah mais non, pardon.
C'est avec James Caan. Oui, alors c'est un homonyme, mais c'est pas celui avec Belmondo. Et non. Le film est sélectionné au Festival de Cannes 81, contrairement à la version Bébel qui est sélectionnée au Vidéo Futur du coin. Il enchaînera en 83 avec La Forteresse Noire. Et ça fait date, parce que La Forteresse Noire, malheureusement, c'est un film qui a été sacrifié au montage, un film qui devait durer plus de 3 heures et qui a été raboté à peine une petite heure et demie, et ça a été une expérience douloureuse et assez traumatisante pour lui. Encore un coup de pute des producteurs. Ben voilà, tu l'as dit, c'est bien résumé. Il y en a marre. À chaque fois, dans chaque émission, les producteurs, là, on voit, ils foutent la merde. Ben voilà. Merde. Et ben voilà. Et ben là, c'est exactement ce qui s'est passé avec La Forteresse Noire. Il va néanmoins rebondir très vite en produisant sa première série TV, tiens-toi bien, Miami Vice, de flic à Miami. Mais non. 5 saisons, 111 épisodes, dont 3 épisodes de 90 minutes, autant dire qu'il y a 3 films. Ah ouais, dis donc. Mettant en vedette Don Johnson dans le rôle de Sonny Crockett et Philip Michael Thomas dans le rôle de Ricardo Tubbs. La série, qui est certes créée par Anthony Yerkovich, au départ écrite pour être un film, qui est finalement un pilote de 2 heures de cette série télé. Et Yerkovich, qui s'inspire du Miami de l'époque avec ses immigrés cubains et latino-américains et surtout son trafic de drogue à grande échelle, omniprésent. Trafic de sucre, tu as bien raison de le préciser. D'abord intitulé Gold Coast, la Côte d'Or du coup, hein. Mais comme ça faisait un peu trop chocolat, ils ont appelé ça Miami Vice. Yerkovich est alors envoyé à Miami, donc dans le sud de la Floride, où il s'inspire des couleurs saturées locales pour écrire cette série policière d'un genre nouveau dont notre Michael Mann, pas national puisqu'il est américain, mais sera le producteur exécutif ainsi que le directeur artistique, et il prendra toutes les directives pour orienter le côté artistique de flic à Miami. Et d'ailleurs, il va imprégner sa patte dans la série en expérimentant sans cesse de nouvelles techniques de filmage et de mise en scène. Au fil de ces 5 saisons, de flic à Miami regorge de fusillades, de poursuites, de planques nocturnes, de scènes de boîte de nuit, et décrit régulièrement la dangereuse danse de la mort entre les héros et leurs collègues qui flirtent toujours entre le bien et la corruption. Ils sont toujours sur la fine ligne rouge. Ouais, ils s'infiltrent et tout. Donc ils s'y perdent, ils savent plus trop. Sommes-nous gentils? Sommes-nous méchants? C'était révolutionnaire peut-être à l'époque la série. Absolument, absolument. Et ça plaît. Alors c'était vraiment une iconographie des années 80. On se croirait dans GTA Vice City. Hein. C'est les chemises à fleurs, c'est les costumes Armani, c'est les voitures Ferrari, les rouges, les bleus. Enfin, on est vraiment dans une truc qui va être complètement en contraste avec la suite. La série rafle donc 15 Emmy Awards, et ça c'est un record en 1985, un record absolu. Ça n'a jamais été battu même peut-être. Jamais été battu de faire 15 Emmy Awards sur une seule session. Hein. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Sur plusieurs années, mais là, 15 la même année, et Don Johnson est à l'époque l'acteur de série télé le mieux payé. Don Johnson, qui n'est pas vraiment sorti de son rôle finalement de flic à Miami. Hein. C'était le rôle d'une vie. Voilà. Il y a sa fille Dakota Johnson qui fait 50 nuances de gris, mais lui, il est resté... C'est sa fille? Eh oui. Oh là là il est resté sur des nuances flashy de Miami. Michael Mann est au top, là, donc on est en vers 85 à peu près. Il est au top et il réalise le 6e Sens. Mais attention, pas avec Bruce Willis. Non, du tout. Le 6e Sens avec William Peterson de la série Les Experts Las Vegas, bien qu'à cette époque la série n'existait pas. Hein. C'est l'adaptation de Dragon Rouge, et c'est également la première fois à l'écran au cinéma que l'on découvre Hannibal Lecter. Oui, monsieur. Oh là là, dis donc. Le 6e Sens de Michael Mann. Ça, c'est du lourd. Il apparaît sous les traits de Brian Cox. Ah, ils reviennent en moto cette fois. Vous l'avez trouvé? Votre seule contribution pour l'instant, c'est des renseignements foireux. Non, toutes les informations que je rencontre sont véridiques. C'est quoi ces accusations? Il espère quoi, cet abruti? Moi? T'as grimpé sa cote de fouille merde dans les couloirs de Washington? Mais quoi? On lâche pas notre affaire. 100% derrière Sony. Ils t'ont enchaîné. Ils sont un peu nerveux, hein, ces gars-là. J'ai l'impression qu'ils sont à cran. Hein. Ouais, ils doivent avoir du mal à retrouver le popcorn, mais bon, on leur fait confiance, hein, ils arrivent à chaque fois. J'espère. Vas-y, continue. Après un ultime téléfilm, LA Takedown, il réalise, donc Michael Mann, le dernier des Mohicans en 1992, puis son chef-d'œuvre ultime en 96, Hit. Tu en parlais magistralement bien en saison 2 avec la passion que tu as pour ce réalisateur. De Michael Mann, donc il le remake de LA Takedown.
Puis en 99, Révélation. En 2004, Collatéral avec Tom Cruise et Jamie Foxx dans les rôles principaux. Et enfin, en 2006, il s'attaque à l'adaptation ciné de Deux flics à Miami sur une idée de Jamie Foxx qui a chauffé à blanc Michael Mann depuis la promo de Ali, dans lequel Foxx joue le rôle de Drew Brown. Ah, donc il va reprendre la série absolument. 20 ans plus tard. Mann, le directeur artistique de la série, au sommet depuis bientôt 20 ans, va porter lui-même à l'écran son œuvre dans ce qui s'annonce comme le blockbuster d'auteur, son plus gros budget jusqu'alors, avec deux énormes stars du moment, Jamie Foxx, fraîchement oscarisé pour Ray, et Colin Farrell, au sommet de son sex appeal. La tâche est ardue, les enjeux sont gros, surtout que les films comme Bad Boys sont passés par là. Hein. Ah oui, bah oui. Donc la barre est montée en gamme. Et donc nous sommes en 2006, et Miami a bien changé depuis les années 80. Tu m'étonnes. Mais Universal sort le chéquier et prévoit une enveloppe initiale de 125 millions de dollars et mise beaucoup sur ce remake. Ah oui, un peu trop peut-être. Mais Mann est confiant. Il explique qu'avec ce long métrage, il va pouvoir aller plus loin qu'à la télévision. Un film interdit aux moins de 17 ans peut montrer bien plus de choses que la télévision. Et oui, là on est dans le Rated R. On était encore dans une époque où on pouvait mettre 125 millions direct pour un Rated R. Et oui. Et surtout, c'est aussi pour lui le moment d'expérimenter comme jamais il n'a eu les moyens d'expérimenter jusqu'alors. 125 millions, il va expérimenter là. Et peut-être un peu trop malheureusement. Pour incarner Ricardo Tubb, avant que ce soit Jamie Foxx, c'était Denzel Washington ou alors Volonté Smith ou bien Samuel Jackson dont les noms circulèrent, mais c'est Foxx qui décrochera le rôle. Bah heureusement en plus, il a proposé de faire le film, ça serait dégueulasse. Tu sais, des fois, on propose, et puis bon, voilà. Quant au rôle de Sonny Crockett, il fut d'abord proposé à Tom Cruise, Brad Pitt ou encore Matthew McConaughey, mais c'est Colin Farrell. Et d'ailleurs, quand on demande à Don Johnson quel acteur il voyait pour le succéder dans la peau de Sonny Crockett au cinéma, il a répondu du tac au tac, Colin Farrell. Et oui, exactement. Mann accepte et d'ailleurs il trouve Farrell parfait pour le rôle. Ah bah très bien. Avant même le tournage du film, Farrell et Foxx ont suivi plusieurs mois d'entraînement intensif avec une brigade de policiers de Miami. C'était une exigence de Michael Mann, qui est un perfectionniste comme jamais. Il perfectionne tout, afin de familiariser les acteurs avec l'univers du film. Au programme de ce stage, c'est maniement des armes, description des situations les plus délicates, séances de tir, prise de drogue, prise de super. Mais Colin Farrell n'en avait pas besoin. Il avait déjà préparé son rôle. Donc accompagnement lors de missions d'un agent et d'ailleurs lors d'une transaction entre deux dealers, là il y a un des deux protagonistes des deux dealers qui a agressé Colin Farrell, le soupçonnant d'être un agent fédéral, mais il s'agissait en réalité d'un policier venu tester les réactions de l'acteur. Et ça avait été préparé par la production. Ça existe en vidéo, ça, ou pas? Je sais pas. Ça peut être marrant. Ce dernier a failli craquer avant de réussir à prendre le dessus et à sauver sa peau. Avant, ça promet. Sauf que voilà, ça c'est la partie entraînement. Donc pour l'instant, tout va bien. Universal, il sort le chéquier, les acteurs sont contents, ils font leur entraînement, le tournage va commencer, on est au top, mais dès le début, blâme. Mais non. Universal, qui a engrangé de nombreux capitaux dans la production du film, va commencer un petit peu à pressuriser, à vouloir des résultats. Mais très vite, les ennuis vont commencer à pleuvoir. Et là, quand je dis pleuvoir, c'est un euphémisme sur la production. Et on commence par Colin Farrell lui-même, l'acteur irlandais, le Bad Boys d'Hollywood, qui à cette époque va en faire baver l'équipe. Il fut d'ailleurs brutalement hospitalisé pour épuisement. Ah oui, mais dis donc. Épuisement et dépendance à un médicament qu'on lui avait prescrit pour soulager un mal de dos. Tu y crois, ça, Cédric? Ben oui, écoute, non, tout est possible à Hollywood. C'est la version officielle. Il a pris trop d'aspirine. Ben oui, mais non, mais elle a été quelque peu entachée, cette version officielle, par des rumeurs qui annonçaient que l'acteur avait tout simplement fait une overdose sur le plateau en Uruguay après avoir consommé une grande quantité de marijuana et de cocaïne. Et du sucre. Oui, de sucre. D'ailleurs, après le tournage du film, il part en cure de désintox. Alors, est-ce qu'il y a un rapport Non, je pense entre pas. cet épuisement
Moi, je pense qu'il était juste fatigué. Et ouais, je pense. Et Pas le de Doliprane, drogue, pas de drogue pas du de tout. drogue. D'ailleurs, en 2012, quand sort Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, non, avec Colin Farrell, lui-même reconnaîtra, mea culpa, ne pas avoir été facile à gérer sur le tournage. Miami Vice, ça aussi c'était fou. Moi, complètement à l'ouest. Pour une fois, je ne pouvais pas me défendre en disant « Est-ce que je suis déjà arrivé en retard sur le plateau ? Est-ce que vous m'avez déjà vu rater un jour de boulot ? Est-ce que je n'ai pas toujours respecté mes marques ?» Parce que les réponses étaient « oui, oui et non ». Il admettra même, ça va encore plus loin, voire à l'image, lors de la projection du film, des scènes entières dont il ne se rappelle plus les avoir filmées. Ah là là, non mais c'est juste la fatigue et C'est la fatigue. et les Non, mais je te cachets. dis, c'est son entraînement. Il avait un vrai entraînement au trafic de drogue. Ah là là, le mec. Mais ce n'est pas tout, parce que son partenaire d'écran, Jamie Foxx, Lui aussi. eh ben, non, lui c'est différent. Il s'entendait pas avec Colin Farrell. Ah merde. Et en cause pourquoi ? Une guerre d'ego qui a commencé lorsque Jamie Foxx a découvert que Colin Farrell était mieux payé que lui. Ah bah, je comprends. Ben ouais, fort de son Oscar tout fraîchement obtenu pour Ray, dans le rôle de Ray Charles, Jamie Foxx demande que son salaire soit augmenté et que celui de Colin Farrell soit baissé. Ah oui, carrément, il demande de baisser, il veut Eh pas se oui. mettre au niveau. Au final, les deux toucheront dans les 10 millions de dollars. À peine. Mais Fox ne s'en... Oui, c'est petit, hein. Mais Fox ne s'en est pas arrêté là. Il a imposé que son nom soit en premier avant celui de Colin Farrell, précédé de la mention Oscar du meilleur acteur. Alors que dans l'ordre alphabétique, c'est Farrell puis Fox. Mais bon, non, oui. non, mais là c'est Fox en premier. Mais ce n'est pas tout. Oh non. Jamie Foxx ne supporte pas l'amateurisme de Colin Farrell, qui a passé les 6 mois de tournage à écumer les boîtes de nuit jusqu'à 5h du matin, accumulant cuites mémorables et conquêtes à 3 francs 6 sous. Je comprends. À 5 reprises, l'acteur est arrivé ivre sur le plateau pour s'endormir entre les prises. Il est irlandais, il boit trop, glisse Fox avec une grimace de mépris au réalisateur Michael Mann. Oh là là, dis donc. Il a raison, Fox. Hein. Là, Ouais. il a raison pour tout. Hein. À cause de Farrell qui s'est lourdement blessé en faisant de la musculation une Avec semaine une avant le bouteille tournage. d'alcool. Hein, Avec une porté, bouteille de Jack. Le tournage a commencé avec 3 mois de retard Ah, putain. en mai 2005. Résultat, 3 ouragans. 3 mois de retard, 3 ouragans vont se succéder pour dévaster les décors. Pour On de a eu vrai Rita, Wilma et surtout le tristement célèbre Katrina, Ah, bah oui, oui. que la production s'est prise en pleine poire. Alors sachant que Katrina a lourdement entaché la Louisiane, mais la Floride c'est quand même un peu sur le chemin de la Louisiane, hein, c'est dans le sud. Et Katrina a dévasté complètement tous les décors, faisant directement grimper le budget de 125 à 150 millions de dollars. En parlant de Louisiane, on va faire un petit Ouais. coucou à ben, nos c'est vrai. amis de Podcut, à Binous USA, qui sont dans le Binous label. USA, avec nous. exactement. Bonjour à vous. Ah, Oh, les voilà qui arrivent en bateau. J'espère qu'ils se sont calmés. vous avez une piste? Ouais, un clan de dominicains à New York, Ah, Mais c'est loin ça. sud de la Floride. je voyais ça ailleurs. moi. Est-ce que vous allez le récupérer du coup? Ouais, mais on voudrait pousser au-delà du 2e lot. Bah vous faites ce que vous voulez les gars. Hein. Ouais, ouais, ça nous est égal. Nous, c'est qui? Nous, c'est Cédric et Thibaut. Bon, je sais pas du tout s'ils sont sur une bonne piste. J'ai l'impression Ouais. qu'ils nous sortent un peu des conneries. Mais bon, J'espère qu'ils le retrouveront. on est Hein. bien à Miami en même temps. Oui. Même si malheureusement il fait nuit dans ce film en permanence. Ah, ouais, parce que le soleil se couche tôt à Miami. Bref. Eh ben, écoute, les ennuis ne s'arrêtent pas là. Mais Et non. même ils s'aggravent. Début septembre, nous sommes en Uruguay. L'actrice chinoise Gong Li, épuisée, tombe malade. De drogue aussi. Eh ben, ça, on sait pas, ça. Elle est juste épuisée. Et puis, c'est au tour de Colin Farrell qui est à nouveau hospitalisé. Ah, encore. Eh ouais, Ok, ouais. Très bien. Et la semaine suivante, c'est Mario Torres, un déséquilibré de 44 ans, qui tire plusieurs coups de feu sur l'équipe. Ah, Militaire de la sécurité réplique et là-bas. d'accord. L'ambiance se tend à l'extrême sur le plateau, où le réalisateur, mis sous pression par Universal, devient un monstre d'impatience et congédie ni plus ni moins que 50 techniciens. Oh. Pire Michael Mann, qui aurait voulu tourner la fin de son film à Ciudad del Este, au Paraguay, Ouais. mais alors qu'il tournait encore en République dominicaine, un policier haut gradé était sous et voulait se rendre sur le plateau du film. Mais des soldats dominicains l'en ont empêché en lui tirant dessus. Ah oui, d'accord, ça règle La le problème. situation s'envenima et l'ambassade du Paraguay prit peur et interdit à la production de venir tourner au Paraguay. Ah, dis donc. Suite à cet incident, Jamie Foxx prend peur pour sa sécurité et plante toute l'équipe pour entrer fissa aux USA. Il déclare à Mann
qu'il ne veut plus tourner ailleurs qu'aux USA pour ce film. Il a raison. Mann va devoir dans l'urgence réécrire la fin du film pour qu'elle se déroule à Miami. Et comme à ce moment-là, Fox et Farrell ne pouvaient plus se blairer, on les verra quasiment pas ensemble à l'écran dans les 20 dernières minutes du film. On a Jamie Foxx d'un côté et Farrell de l'autre. Et quelques plans où ils se voient de très loin et on ne les voit plus ensemble. Alors que la série télé se terminait sur les deux Fox, sur Tubb et... ces deux flics et Croquette qui partent ensemble. Voilà, ils partaient ensemble dans le soleil couchant, Broforce. Là, c'est complètement le contraire. Oh là là, pas du tout. Ils se fuient comme s'ils avaient le Covid. Jamie Foxx se montrant de moins en moins coopérant, refusant de prendre des avions commerciaux. Donc, il force Universal à se déplacer en jet privé et ne voulant au passage plus apparaître ni dans des scènes impliquant des bateaux ou des avions. Il complique trop aussi. Pourquoi il en fait trop? Colin Farrell ne se prive pas de lui dire qu'il a pris le melon. Oui. En lui disant « T'as pris le melon !» Ouais, voilà. Allez, on va faire un petit point fashion. Ah oui. Parce que les costumes portés par Jamie Foxx sont du designer Oswald Boateng et ceux de Colin Farrell sont moins élégants que ceux de Don Johnson portés dans la série. Et même Farrell ose porter une ceinture ringarde pour tenir son pantalon, ce que s'interdisait Johnson sur la série. Alors ensuite, Jamie Foxx a une montre chrono automatique portugaise. Et les lunettes de soleil de Colin Farrell sont des Slam, un modèle conçu pour Sama Eyewear. Alors tout ça, c'est un beau placement de produit. Oui, nous ne toucherons aucun argent. Nous toucherons aucun argent, mais c'est surtout pour dire que je trouve que le film a mal vieilli. Ah ouais, absolument. Mais je vais continuer à dérouler le déroulé de mon argumentaire, mais j'en reparlerai. Et ces marques, souvenez-vous de ces marques que je viens de citer, parce que ça a son importance. Au final, dans Miami Vice, la réalisation est toujours soignée. Les scènes sont servies par des plans somptueux. Les scènes de nuit bénéficient d'un réalisme franchement plaisant. Le film rappelle indéniablement It pour son thème et le sixième sens pour son atmosphère, versée par le bord de mer et la couleur bleue. Sans surprise, la patte de Mann est reconnaissable pour notre plus grand plaisir, surtout avec son exploitation du cinéma numérique. Oh putain, un hélico! Mais c'est qui? Devine! Alors, des news? Montoya, c'est du lourd. Qui ça? Échelle mondiale. On joue à Pyramide ou quoi? C'est lui qui a notre popcorn? C'est un simple employé cadre moyen d'un des plus gros réseaux transnational administré par l'archange Jesus Montoya. Montoya, c'est du lourd. Tu l'as déjà dit, hein? Échelle mondiale. Oui. Vous allez le retrouver ou pas? La question, elle est vite répondue normalement. On est au cœur de leurs OP. C'est bien ça de vous être infiltré, les gars. Ça demanderait des années pour s'infiltrer aussi loin que ça. Je comprends pas, vous êtes infiltré ou vous n'êtes pas infiltré? La question, elle est vite répondue. Ouais. Vous êtes incompréhensible. Vous voulez qu'on confie la mission à quelqu'un d'autre? On veut continuer. Ah, très bien. C'est ça qu'on veut entendre. Allez, go infiltrer Montoya sur son échelle mondiale de New York au sud de la Floride. Là, tout est clair. Ça y est, je vois. Vas-y, continue. Oh, ça fait un bruit. Oh, le bordel. Oh là là, mais les deux poulets, là. Partez. Mais dégagez, allez me chercher Montoya. Alors, tout à l'heure, je commençais à parler, Cédric, du cinéma numérique. Mais quid du cinéma numérique? Oui, quid du cinéma numérique, Thibaut? Et là, c'est Cocorico, parce que qui c'est qui l'a fait le premier film numérique? C'est Vidocq, non? Mais oui, c'est Pitoff en 2001. Après sa carrière d'humoriste, sacrée reconversion. C'est la première fois que la pellicule laisse place à des 0 et des 1, les fameux bits. Des nombres binaires. Oui, et Vidocq révolutionnera les effets spéciaux avec leur intégration plus facile, puisque c'était déjà du numérique. Mais ce qui restera dans les mémoires, c'est avant tout un bon gros nanar qui frôle l'irregardabilité. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Je parle de Vidocq. Oui. Avec en prime une sorte d'effet à la telenovela très désagréable. Néanmoins, contrairement à 28 jours plus tard, qui fut tourné en vidéo DV, voire même mini-DV, c'est-à-dire un format grand public à l'époque, avec une résolution moindre, c'était du 720 par 576. Vidocq, c'est Full HD, c'est pour ça que ça avait révolutionné. Full HD à 24 images secondes en 1080p, on est en 2001. Donc c'est pour vous dire que l'Odyssée de l'espace, elle était déjà en avance. Ensuite, on poursuit dans le cinéma numérique, c'est l'attaque des clones, Star Wars épisode 2, qui est entièrement tourné en numérique. On sait ce que ça donne, hein. C'est pas forcément esthétiquement, c'est pas le plus joli, l'attaque des clones, on va pas dire le contraire. C'est pas ce qui vieillit le mieux, le numérique. Non, c'est pas ce qui a vieilli le mieux, hein.
Et de son côté, Michael Mann adore la technique et les expérimentations formelles. C'est en quelque sorte un plasticien de l'image. Et il flaire très vite le haut potentiel esthétique du numérique et l'emploie avec brio en 2004 pour Collateral avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Optant pour une caméra, la Thomson Grass Valley Viper Filmstream modifiée pour enfin pouvoir y visser des objectifs de cinéma, le résultat est tout aussi éblouissant que déconcertant. Car oui, Cédric, je ne sais pas ce que tu en penses de l'image de Collateral. De Collateral, ouais, mais de Miami Vice, je suis pas très fan, moi. Ouais, ben, pareil. Je vais te dire pourquoi, mais plus tard. Car oui, il faut bien le dire, cette image a une espèce d'effet trop réaliste. Et cet effet telenovela, comme je le disais, et le bruit est trop présent dans les basses lumières. Où ça ressemble à un caméscope que nous, on pourrait avoir et avec lequel on filme. T'as une espèce de profondeur de champ immense, mais on reste déconcerté. Il y a un truc déconcertant. De plus, Michael Mann, avec son chef opérateur John Beebe, ils usent et abusent de la caméra à l'épaule et d'un tournage façon cinéma vérité. Alors si Collateral est un chef-d'œuvre du genre et montre bien les capacités de ce type de filmage, ben Michael Mann compte utiliser le même principe pour Miami Vice. Et c'est là où je vais me permettre de dire que si ça marchait bien pour Collateral, parce que c'était un film intimiste qui se passait la nuit dans un taxi, voiture. Avec c'était de l'humain, de la relation très humaine, il y avait peu d'explosions, peu de scènes d'action pure et dure. La caméra était proche des acteurs. La caméra était proche parce qu'on était dans un cinéma de l'intime. Mais là, Miami Vice, sur le papier, c'est un bon gros blockbuster. Universal, quand ils ont signé pour Miami Vice, ils signaient pour une sorte de bad boys, quoi. Ouais. Et ce côté proche, avec ces cadrages assez particuliers, très proches des visages, grand angle, très près, avec une surutilisation du bruit. L'image, elle est pas belle, elle est pas granuleuse, c'est pas du grain 35 mm. C'est un bruit vidéo. C'est le problème quand c'est ce qu'on a sur les appareils photo sur le téléphone quand on prend en photo de nuit. ISO trop. Ben voilà, il y a plein de petites taches bleues là, des petits trucs. C'est ça. Des artefacts lumineux et on sent la sensibilité qui a été poussée trop loin et on a une espèce de bruit qui est pas terrible. Mais ça, c'est voulu. Et c'est voulu parce que l'année suivante sort Zodiac de David Fincher, qui est réalisé avec la même caméra, la Grass Valley Viper Filmstream. Et pourtant, Zodiac, c'est impeccable. Fincher, hein. Parce qu'il y a en fait une utilisation académique de la caméra qui est faite par Fincher sur Zodiac, alors qu'on a une utilisation expérimentale de Michael Mann sur Collateral, mais là ça passe bien parce que c'est expérimental en lui-même, et Miami Vice, où cette caméra, ce filmage expérimental se moule mal dans les codes d'un buddy movie, d'un blockbuster buddy movie, surtout qui se revendique être l'adaptation d'une série flashy qui n'était pas dans ce filmage intimiste. Donc on est beaucoup à rebrousse-poil, tant sur l'aspect formel que sur l'aspect esthétique. Donc oui, la forme ne va pas avec le fond, et ça choque. Et l'image de Miami Vice, je la trouve pas... C'est pas fifou, quoi. Hein. Alors, Manu, il est super content parce qu'il va te déclarer... La HD est un outil incomparable pour capter l'atmosphère du moment et vous y plonger. Avec elle, j'entraîne le spectateur au cœur de l'action. Je lui donne le sentiment d'être là, sur ce bateau, en cet instant précis, au beau milieu de la nuit, à quelques heures seulement du prochain ouragan. Outre cet aspect esthétique et pratique, la caméra aura permis également au réalisateur de respecter un souci du réalisme qui était déjà présent, puisque lui, c'est ça qu'il voulait faire. En fait, c'est du Jean Rouch. Là, c'était la période Michael Mann, Jean Rouch. Hein. Jean Rouch, un réalisateur du réel. Ah oui, le film du réel. Et alors, je pense aussi à sa décharge, que quand le film est plus beau aujourd'hui qu'à l'époque, parce que quand il est sorti en 2006, la chaîne de cinéma, de distribution, que ce soit au cinéma ou à la maison, n'était pas adaptée au Full HD. C'est-à-dire que quand on a vu le film au cinéma, c'était un portage sur pellicule, et peut-être que ce portage pellicule dessert la sensibilité, parce que la pellicule n'a pas la même sensibilité que le numérique, et ça a certainement desservi la vision sale. Et ensuite, quand on l'a eu en DVD, on n'était pas en Full HD, et on n'a pas pu vraiment apprécier le film avant sa sortie Blu-ray, puisque c'était son support originel, le 1080p.
Donc il faut voir, pour ne pas dénaturer l'œuvre, il faut le voir en Blu-ray pour réellement se faire une idée aujourd'hui en 2021. Et après, ce qui va être dur, c'est quand ils vont le passer en 4K, mais comme il a été filmé en Full HD en 1080, en 4K, ça va être dégueulasse. Ou alors, il faut qu'il c'est le problème avec le numérique, c'est qu'il faut déjà le filmer de base en grand format, avec une grosse résolution. Alors que la pellicule, c'est tout un jeu de lumière qu'on peut adapter en haute définition. Le numérique, c'est pas pareil. Non, c'est haute définition, mais ça sera pas la super haute définition. Je sais pas dans 20 ans ce que ça va donner, tous les Blu-ray que l'on a sortis, tous les films qu'on a sortis en 1080p. Maintenant, ce qu'ils font, il y a les intelligences artificielles qui arrivent à améliorer les images. Ils te convertissent du 420 en 1080 ou même en 4K. Mais le résultat actuel est assez bon, donc peut-être que dans le futur, ça sera beaucoup mieux. Oh, notre popcorn! Vous l'avez retrouvé! Merci, vous êtes top les gars! Si ça vous plaît pas qu'on l'ait retrouvé, suffit de le dire, on vous le retourne vite fait. Bah non, on est content. C'est évident. Bon, on vous doit combien? Combien? De pépettes. Pourquoi? Bah pour le travail rendu. Les bons comptes font les bons amis. Rien du tout. Ah bah cool. Disons qu'on fait un investissement. Ok. En vue d'établir un partenariat à long terme. Et surtout parce que c'est à vous, ce qui est vôtre est vôtre. Ça nous va. Bon bah c'est sur ces belles paroles qu'on va lancer une petite pub, le temps de dire au revoir au Géo. En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Maintenant on vous écoute. Mais vraiment vous pouvez partir hein, les gars, la mission est terminée. Mais je crois qu'ils en veulent une nouvelle. C'est évident. Bon on n'a rien à vous demander nous. Attends, j'ai cette lettre à poster. On est les principaux concurrents de FedEx. Vous faut livrer? Dans une boîte aux lettres, oui. Ah les mecs sont au taquet. C'est un besoin urgent. Assez, oui. Et on sait ce que ça veut dire, la vitesse du son. Bah c'était quoi cette lettre Bon, tu le sauras assez tôt, hein. Ok. Bon bah on parle de l'impact. Eh ben Cédric, Oui. dis-nous un petit peu ce que dit le Rotten Tomatometer. Bah oui, bah revenons dans notre popcorn. Exactement. Rotten Tomatoes, donc qui référencie toutes les critiques du monde. Alors, Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce site. qu'est-ce que ça dit pour la presse sur un total de 224 critiques? C'est un avis positif de 47%. C'est tomate pourrie. Hein, Ouais, non, on c'est l'avait pas deviné. terrible. Eh ben, vivez-vous. Et pour les spectateurs, sur 360 000 C'est votes, énorme. Ça, c'est énorme. c'est beaucoup. 43% d'avis Ah, positifs, c'est pas C'est terrible. le popcorn renversé. Non plus. Mais que disent les cahiers du cinéma en France? Déroutant, séduisant, confus, Miami Vice est le contraire d'un divertissement gratuit abîmé dans son fétichisme consumériste. Mann témoigne d'une ambition trop rarement assignée au cinéma, celle d'employer la technique à son propre dévoilement et à celle du monde tel qu'elle est en train de le changer. Oh là là, Oh là là. oh là là. Et Télérama est plus concis. Hein. Miami Vice est un excellent mélange de films d'auteur et de superproduction. Mais toujours l'inverse, hein. Alors, est-ce que ça a marché, cette entreprise particulière, le Miami Vice? Écoute, on va mettre une petite bièche dans la machine. 1 500 000 humains sont allés voir Miami Vice en France. Pas mal. C'est le combienième en 2006? 25e au rang annuel. Pas mal. En France, c'est pas mal. Attends, c'est correct, 1,5 million. C'est correct. Pour OSS, c'était pas terrible. Pour ça, c'était pas terrible. Mais là, 1,5 million pour 1,5 million, ça, c'est ça pas va. 1,5 million, c'est qu'1,5 million. Bah oui, oui. Et alors, qu'est-ce que ça dit aux États-Unis? Alors, on rappelle que le film a coûté au bas mot 150 millions de dollars de production, qu'il a dû coûter un bon 50 millions de promotion. Donc, tout chiffre sur le sol des États-Unis inférieur à 200 millions de dollars seront considérés comme un échec. Oh là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça s'est tendu du coup. Alors, aux États-Unis, c'est 63,5 millions de dollars. Je crois qu'on est dans la partie échec. Là. Ça sera mauvais. Et dans le reste, et dans le total monde, du coup, ça fait 163 millions de dollars. Ouais, c'est pas top. C'est pas, bah, non, ça, on n'y est pas. En sachant qu'il faut faire plus, le On double à n'y peu est près pas. pour gagner de l'argent. Non. Oh, Alors, il eût été question d'un Miami Vice 2, hein, mais suite au mauvais score du film, eh ben, cette suite fut annulée. Est-ce que c'est pas un problème du nombre de séries qui ressortent à l'époque, de Starsky Hutch, etc. C'est vrai. Et c'était des comédies Mais c'est qui vrai. marchaient très peu. Et là, du coup, c'était bizarre d'avoir une série Ben, surtout un truc expérimental comme ça, quoi. et sur une série qui fait maintenant peut-être un peu plus kitsch. Oui. Et voilà, peut-être ça a joué. alors, Hein. Rappelez-vous le côté kitsch. Quand je vous parlais tout à l'heure des marques de vêtements, de lunettes, et ben, je trouve que le film, il a très très mal vieilli aujourd'hui.
Parce que les habits, les mecs, les lunettes justement, mais regardez des photos même pas la peine de regarder le film, regardez des photos du film, ils ont des costumes trop amples, enfin c'était l'époque. Après, c'est l'époque aussi. Mais oui, mais c'est pour dire que déjà 2006, c'était il y a très 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 longtemps. On était encore jusqu'à 2010, 2011, c'était encore la mode des vestes amples, maintenant on est beaucoup plus ajusté. Ah oui, maintenant c'est plus sur mesure. Ah oui, c'est du sur-mesure, c'est surtout très 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 ajusté, comme si maintenant on s'obligeait à être tout esquiché, à plus pouvoir respirer. À l'époque, c'était super ample et là, on est autant dans Hit, ça m'avait énormément surpris, alors que c'est en 1995 Hit, donc on peut se dire ok. Mais là, à la revision du film, les mecs ils sont habillés comme dans Hit, quoi. En fait, c'est assez choquant parce qu'on a l'impression que 2006 c'est hier, mais oui, mais c'est la moitié de notre vie. Parce qu'on est allé le voir au Cinoche, bah oui. Et oui, c'est ça. 2006, c'était 15-16 ans. Oh là là. Et le truc, c'est que il y a pas que ça, du coup. Il y a heureusement les lunettes aussi qui vont pas. Il y a tous les accessoires de mode, les téléphones. Mais c'était l'ancêtre. Et oui, tu nous parlais des marques tout à l'heure. Et quand ils sortent une petite caméra télescopique, ils ont une espèce d'écran, on sait pas ce que c'est, là, c'est... oh là là. Et puis il y a un petit DVD avec un petit Sony, il y avait un gros placement produit pour Sony, qui montrait un petit lecteur de DVD portatif, c'est là où il montre les extraits des caméras de vidéosurveillance. Les portables, les smartphones n'existaient pas, bon ça ok, mais ce qui est moins ok, c'est qu'on voit beaucoup les portables dans le film. Ils ont une importance prépondérante. Ils déclenchent la bombe à la fin. Les deux flics, là, ils sont souvent en train de parler au téléphone. C'est un peu l'effet 24 heures chrono, où ils passent la moitié de la série au téléphone aussi. Et t'as toute cette technologie qui est datée. C'est normal, après. Les habits. C'est son époque, quoi. Mais les habits. Mais attends, c'est pour venir sur le fait kitsch. Les habits qui sont datés. Et aussi cette utilisation numérique qui fait extrêmement daté aujourd'hui. On dirait, comme tu l'as dit si justement, que c'est quelqu'un qui anachroniquement avait son iPhone et qui a fait des mauvais réglages et qui a poussé la luminosité parce que les scènes étaient trop sombres. Au lieu d'utiliser la lumière, ils ont poussé la luminosité en augmentant la sensibilité des capteurs de la caméra de l'époque. Et tu as tout ce côté qui aujourd'hui, en 2021, enfin à l'heure où on fait ce podcast, à l'heure où vous nous écoutez, fait que finalement Miami Vice de 2006 est aussi kitsch vis-à-vis des années 2000 que l'était Miami Vice, la série télé, par rapport aux années 80. Et ça, je trouve ça un peu formidable. Tout ça pour dire que quand c'est sorti en 2006, c'était une trop peut-être actualisation par rapport à l'imagerie. Parce que Starsky et Hutch, ça se passait dans les années 70, on avait le même fringage et tout. Et là, en fait, on a voulu mettre autant de codes vestimentaires et de mise en scène de 2006 qu'il y en avait dans la série de 80. Donc c'est un portage qui est à la fois réussi dans le sens d'une modernisation de tout et à la fois qui très vite dans le temps est daté. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus daté Miami Vice que Hit, par exemple. Où il y a moins d'utilisation de la technologie, où on est plus sur du cinéma de 35 mm classique. Tu vois Hit et tu vois Miami Vice, il y a 10 ans qui séparent les deux films. On dirait que c'est la même période. Mais voilà, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est ça, quand tu utilises des technologies, quand tu as des gens là qui sont sur Facebook et sur Twitter en ce moment au cinéma dans un film, dans 10 ans, c'est très possible que ce soit démodé. Et c'est des films qui visent sur un iPhone 4. Tu te dis, En tout cas, pour revenir à Miami Vice, il y a la sortie DVD qui a été l'occasion à Michael Mann de faire un director's cut de 5 minutes plus long. Ah là, il a pu tout donner. Qui a été abusément vendu comme une version longue, du coup. Et qui est légèrement différente en réalité, puisqu'il y a des scènes en moins par rapport à la version ciné. Il y a des scènes qui ont été rajoutées, notamment un générique de début de 4 minutes et quelques. C'est ça en fait. Voilà. Juste rajouté un générique. Parce que le film, tel qu'on l'a vu au cinéma, n'est pas de générique. Là, il a un générique. Est-ce que ça valait le coup de faire une version longue pour mettre un générique ? En tout cas, c'est cette version Director's Cut qui est la mieux des deux, du coup, hein, à voir. Si vous n'avez pas encore découvert Miami Vice, découvrez-le en Blu-ray et en version Director's Cut. Suite à Miami Vice, Michael Mann a continué dans le cinéma numérique avec Public Enemies, et là, c'était le film de trop. Parce que c'était une transposition de ce filmage numérique, mais dans les années 30. Ouais. Et là, ça passait pas du tout. Et surtout avec cet aspect numérique qui passait pas avec un film d'époque, quoi. Non. Ça va pas. Là, Public Enemy, c'était le film qu'il ne fallait pas faire. Et il revient en 2015 avec un énorme échec, Black Hat, Hacker en français,
avec Chris Hemsworth Avec dans Thor. le rôle principal, où là, il continue ses expérimentations numériques, certes, mais on est sur des caméras traditionnelles du cinéma numérique, on est sur une Arri Alexa ou une Red, à voir, mais et on perd le côté grain. Enfin, il a appris peut-être un peu de son expérience passée sur Collateral, Miami Vice et Public Enemy. Le film est beaucoup plus techniquement regardable Oui, et tout aussi passionnant, mais qui a été un énorme échec. Colin Farrell, lui, a amorcé un lent déclin artistique. Mais il s'en souvient pas. Donc. Non, il s'en souvient pas. Après, il s'est progressivement tourné vers des films plus intimistes comme Bon baiser de Bruges ou The Lobster, mais tout en se gardant la possibilité de payer ses impôts avec, par exemple, Les Animaux Fantastiques. Quant à Jamie Foxx, il a connu une seconde heure de gloire avec Django Unchained de Quentin Tarantino Ah ouais. et pas mal de second rôles oubliables facilement, comme aux côtés de Taron Egerton dans Robin des Bois, ou un second rôle dans Baby Driver, ou encore un second rôle dans Comment tuer son boss avec Colin Farrell, aussi en second rôle, comme quoi finalement le monde est petit. On sait s'ils se sont rabibochés ou pas. Peut-être pour l'argent. Ah, ils sont déjà là. Ça y est, on y Et est. vous faites quoi? On sort les insignes, on mastique les flingues. Vous vous emmerdez quoi. Et ouais. On n'a plus de mission nous, donc Et maintenant qu'on a récupéré le popcorn et que vous avez envoyé la lettre de Thibaut, et on n'a plus rien. ce qu'on prétend être et ce qu'on est vraiment s'en mêle pour ne faire qu'un. Bah c'est beau, mais on doit y aller. Puis vous êtes vraiment bizarres les mecs, hein? Absolument pas. Ouais, un peu quand même. Allez, au revoir les gars. Et merci pour la lettre. Allez, ciao. Bon, Bon. bah dis donc, merci Thibaut pour toutes ces informations. Merci à toi Cédric, merci à vous, auditeurs de Popcorn Impact. Et si vous voulez savoir ce que contenait cette lettre, eh bien, restez accrochés Ah, et écoutez-nous tous les mercredis. D'ailleurs, on se donne rendez-vous Cédric la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Popcorn Impact.